Tout d'abord, je remercie les organisateurs de nous donner la chance de parler sur un thème qui est important. Et ce thème concerne en fait la coopération école, entreprise, société pour une meilleure préparation ou une préparation optimale au marché du travail. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on fasse un peu de revenir sur les définitions, en tout cas les termes utilisés dans ce titre. Parler de coopération, il faut aller un peu plus loin que la coopération. Il faut parler de la participation des entreprises, de la société dans le devenir de l'école et dans les objectifs scolaires, universitaires, qui permettent effectivement à des apprenants d'intégrer ou dans les meilleures conditions en fait le marché du travail et une résilience dans ce marché du travail. Il ne suffit pas de rentrer dans le marché du travail, encore faut-il y rester compte tenu des transformations rapides que connaît ce marché du travail. Et donc il est important de parler maintenant et dorénavant de la prise en compte de la participation effective d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont plus simplement des partenaires, qui deviennent acteurs, qui sont chacun responsables d'une action. Et la résultante, c'est une action collective. L'État ne peut plus seul assurer la responsabilité compte tenu de nombreux défis et enjeux qui aujourd'hui elle fait face. Et donc forcément doit faire appel à la contribution des différentes parties prenantes, en l'occurrence la société civile, avec l'ensemble de ses composantes, et bien sûr le secteur productif, et je parle du secteur productif parce qu'il n'y a pas que le secteur privé, il y a aussi le secteur public productif, et à travers des représentants qui sont non seulement les employeurs, mais également et surtout les salariés, donc ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc vous voyez, c'est donc une large représentativité et qui doit travailler ensemble pour construire une action collective et qui est le propre de ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, précisément, c'est une notion qui s'impose aujourd'hui parce qu'elle fait appel au dialogue, aux échanges entre ces différentes parties pour déterminer une action collective coordonnée et cohérente qui vise à rendre le système vertueux. Vertueux, c'est-à-dire au centre duquel nous avons un apprenant et qui va permettre à cet apprenant d'assurer sa fluidité tout le long du parcours, sans lui mettre des barrières artificielles ou des ruptures, et surtout assurer à la périphérie du système les conditions optimales de transition vers la vie active et même tout le long de sa vie. À tout moment, ce citoyen est un apprenant qui peut revenir au système d'éducation et de formation pour adapter ses connaissances, son savoir et les faire certifier. Alors ce terme de certification est un terme qui est très important. Il correspond tout simplement au diplôme, au titre, au certificat, c'est-à-dire un document délivré par une autorité autorisée et qui lui permet de reconnaître les compétences réellement attestées pour qu'elles puissent être crédibles et qu'elles puissent être de confiance et qu'elles puissent être lisibles, c'est-à-dire quelles sont les véritables compétences que le lauréat porte réellement et qui permettent effectivement pour lui d'avoir une sorte de passeport pour l'emploi. Et donc c'est toute cette chaîne de valeurs qu'il va falloir tracer et voir comment chaque partie prenante y contribue et de la façon la plus optimale. Alors tout de suite, nous allons faire un diagnostic, si vous permettez, tous ici, pour savoir où sont, en fait, comment cette participation effective de la société civile et du secteur productif s'exprime le long de la chaîne de production du système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un système productif ?
Alors, pour les puristes de l'éducation, chaque fois qu'on parle d'un système productif, on dit attention, le système d'éducation n'est pas un système productif. Parce que l'éducation, c'est pour former. Ça, c'est le moyen, la formation. Mais l'objectif, c'est de produire un lauréat qui est une tête bien faite dans un corps bien fait, avec des capacités qui lui permettent de s'insérer et de durer dans la vie active, dans un objectif de lui assurer ses droits fondamentaux qui sont la dignité. Et c'est ça le plus important. Donc, dans ce sens, c'est un productif de certification, de diplôme, n'est-ce pas? Et donc, c'est important de voir comment cette chaîne de valeur ou cette chaîne de production s'exprime. Alors, elle s'exprime d'abord dans la planification. Il faut d'abord connaître quels sont les besoins de la société, les besoins du système productif, dans quelle région, dans quelle localité. Partout, nous devons avoir une idée et agréger l'ensemble de ces besoins à l'échelle nationale pour comprendre où sont les priorités, où sont les exigences, et donc organiser en fait nos politiques de développement qui sont liées à ces priorités, qui sont tout simplement l'agrégation de l'ensemble des priorités sociales, économiques, environnementales qui nous viennent en fait des différentes régions les plus proches ainsi que les plus reculées. Et donc cette décentralisation de la planification, mais agrégée à un niveau national, est essentielle parce que c'est elle qui délivre en fait le cahier des charges à la formation. D'accord? Qui dit à la formation dans un horizon qui n'est pas très loin, parce que sinon on va se tromper et les choses auront changé entre-temps, pour dire finalement à un court terme, moyen terme, quels sont les besoins en termes de formation. Et donc, effectivement, on passe au second processus, le processus d'apprentissage. Et là encore, quelle est la participation effective de la société civile et du secteur productif? Et alors, derrière tout ça, il faut entendre aussi d'autres partenaires que je viens d'évoquer comme ça, sans les nommer, les acteurs qui sont des acteurs régionaux, les collectivités locales, tout ce qui tourne autour de l'école est absolument important et doit intervenir, je dirais, dans la production, c'est-à-dire dans la formation des lauréats. Et à tous les niveaux d'enseignement, au niveau des écoles primaires, au niveau des secondaires, fondamentales, qualifiants, au niveau des universités, au niveau de la formation professionnelle. Ensuite, donc, après l'amélioration des processus d'apprentissage, et donc la contribution de ces partenaires, de ces parties prenantes, on passe à une chose que très peu, souvent on a tendance à intégrer à la formation, qui est l'évaluation. La formation est une chose, mais après il faut évaluer. Quand vous devez évaluer un certain nombre de compétences professionnelles, artistiques, sportives, culturelles, vous avez besoin aussi d'avoir des environnements qui permettent effectivement d'évaluer, de vérifier effectivement que ces personnes, ces lauréats, maîtrisent bien, je dirais, les compétences qu'on leur a enseignées. Et donc, de ce fait, il faut contribuer à l'apprentissage des apprenants. Et enfin, et ce n'est pas, c'est, je pense, le plus important, c'est la participation à la conception des certifications, la conception même du diplôme qui doit être délivré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une demande, on est en capacité d'identifier la certification qui correspond à cette demande. Un système performant, c'est un système qui a une demande et une certification qui lui répond. Il ne peut pas y avoir une demande et plusieurs certifications, sinon ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Ça crée, je dirais, de brouhaha, ça crée de l'ambiguïté. Donc, à une demande, une certification. Ça ne veut pas dire qu'il y a une entité qui produit une certification. Tout le monde peut produire cette certification. Il suffit d'obéir à la demande et au processus d'apprentissage qui doit conduire à la certification. Vous voyez? Donc, c'est important de garder ça en tête. Alors, permettez-moi de passer en revue pour voir quelles sont les contributions et donc la participation de chaque partie prenante
dans les différentes étapes de cette chaîne de production. Au niveau de la planification, qu'est-ce qu'on entend par planification? La planification, c'est l'anticipation des besoins en compétences. Le monde change à une vitesse de plus en plus rapide. Nous sommes soumis à être traversés par des facteurs d'accélération, qui soient d'ordre social, économique, technologique, écologique, culturel, tout ce que vous voulez. Et nous sommes dans l'obligation d'anticiper. Pourquoi on doit anticiper? Parce que le système est porté par son inertie. C'est un système important, fait de plusieurs composantes, sous-composantes, plusieurs filières, surtout des enseignants qui doivent s'adapter à ces changements et qui doivent les comprendre et de restituer le contenu pédagogique qui est nécessaire pour qu'ils traduisent ces changements. Donc il faut anticiper pour avoir suffisamment de temps pour que le système s'adapte. Et donc, il s'agit de mettre en place des systèmes d'information prospective puissants, capables effectivement de spécifier la demande du marché du travail, encore une fois, à l'échelle régionale, qui est agrégée au niveau national. Parce que la réalité, on ne peut la capter qu'au niveau du terrain. On ne peut pas de rabat savoir quels sont les besoins qui sont à Tata. C'est vrai, on pourrait, mais ce sont les gens qui sont sur place, les personnes qui vont traduire les besoins professionnels de leur marché local en acquis d'apprentissage. Et donc, on va revenir à la notion d'acquis d'apprentissage, parce que cette notion est importante, parce que le langage univoque est nécessaire aussi pour éviter les ambiguïtés. Donc, ça, c'est un élément important qui produit ce qu'on appelle une taxonomie emploi-compétences. Qu'est-ce qu'une taxonomie emploi-compétences? C'est une liste de professions et d'occupations qui sont, par exemple, la NAP, la nomenclature analytique des professions du CCITT, enfin du HCP, qui ont aussi c'est la classification internationale des professions du Bureau international du travail. Donc cette fameuse NAP doit être listée, mise à jour en permanence, et c'est elle qui est utilisée par l'organe de statistique, donc il faut bien qu'elle soit à jour, et que face à chaque occupation, à chaque métier de cette nomenclature, soient associées les compétences nécessaires. Et quand on parle de compétences, on parle du savoir, du savoir-faire et du savoir-être correspondant, ce qu'on appelle l'acquis d'apprentissage. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut avoir réalisé pour exprimer une demande. Parce que sans demande, on peut former et on peut produire des diplômes et des certifications. Ça s'appelle un système qui est en situation de production, ce qu'on appelle basé sur l'offre, sur un système basé sur l'offre. Et ça, un système basé sur l'offre ne répond pas nécessairement aux besoins de la demande et même produit beaucoup de problèmes, comme on peut voir aujourd'hui malheureusement dans notre pays. Ensuite, la formation. Dans quels processus peuvent s'impliquer ces partenaires, nos partenaires, ces parties prenantes, qui sont donc la société civile et le secteur productif. Là, évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est la formation au milieu de travail. C'est ouvrir l'espace professionnel à l'enseignement. Bien sûr, essentiellement dans les filières professionnalisantes, j'entends dans la formation professionnelle, ou bien dans l'enseignement supérieur professionnalisant. Mais au niveau des écoles, c'est une autre chose. Au niveau du système scolaire, on peut imaginer la participation de la société civile à travers les parents d'élèves qui vont jouer un rôle important dans la gestion effective de l'établissement, ou la société qui permet d'accompagner les apprenants les plus jeunes à découvrir les métiers. Donc il y a différentes contributions en fonction du niveau d'enseignement auquel on s'intéresse. Formation en milieu de travail, c'est quoi? C'est la formation en alternance. Une partie à l'école
et une partie en milieu de travail, de manière à ce que les acquis d'apprentissage, qui sont des acquis professionnels, soient maîtrisés au niveau du milieu de travail. Et ce qui est académique, au niveau de l'école. La formation, ce qu'on appelle les CFA, les centres de formation en apprentissage, pour ceux qui ont les faibles qualifications, qui passent le plus clair de leur temps au niveau des entreprises. Cette formation adresse aujourd'hui ceux qui n'ont pas de qualification ou ceux qui sont dans les premiers niveaux de qualification, tels que les certificats de formation professionnelle. Il y a le stage de fin d'études. Et il y a la formation qu'on appelle la formation cours d'emploi, c'est-à-dire la formation des salariés au sein de leur entreprise en formation continue. Alors quand vous voyez, si on liste très rapidement ces 4 composantes, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la formation professionnelle, on ne dépasse pas les 30% en formation par alternance. Alors si vous ramenez au niveau de tout le système d'éducation et de formation, ce taux ne dépasse pas les 10%, ou même beaucoup moins. Je ne saurais pas dire, mais la formation professionnelle ne représente que le tiers de l'enseignement supérieur, sans parler en excluant le système scolaire. La formation en apprentissage, au sein de la formation professionnelle, elle ne dépasse pas 10%. Donc ça reste vraiment très limité. Le stage, vous connaissez bien tous les problèmes de stage que nous apprenons. Tous ceux qui doivent adresser un stage, malheureusement, ne trouvent pas de stage. Et pourquoi? Parce que la structure de notre tissu économique, de nos entreprises, ne le permet pas. Il n'y a guère qu'à peu près 30 ou 35% d'entreprises, disons 30% d'entreprises, qui sont des entreprises de plus, même pas, 20% qui sont des entreprises de plus de 10 salariés. Vous voyez, donc on est en train de parler de 50 000 entreprises, alors que chaque année, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui veulent faire un stage. Vous voyez, donc il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et puis, la formation en cours d'emploi, depuis 2006, le système des contrats spéciaux de formation est en dysfonctionnement chronique. Pratiquement aucun salarié n'en bénéficie, sauf les salariés de grandes entreprises qui ont des mécanismes, que ces grandes entreprises bénéficient de mécanismes simplifiés pour récupérer une partie de la taxe de taxe de formation professionnelle qui leur permet de former leurs salariés. Et donc, vous voyez, en termes dans le processus d'apprentissage, malheureusement, qui existe, mais qui n'est pas performant à ce jour, qui n'atteint pas les objectifs qui lui sont assignés. Ensuite, on passe à l'évaluation. L'évaluation, de quoi il s'agit? Il s'agit d'évaluer les acquis professionnels, sportifs, artistiques, artisanaux, pour pouvoir attester, effectivement, les accréditer et délivrer une certification. D'accord? On ne fait pas des examens théoriques quand il s'agit d'évaluer des formations, des compétences professionnelles. Il s'agit de les observer dans le milieu de travail. Une compétence, ça s'observe. Ça ne s'évalue pas comme ça. Donc, où l'apprenant a cette compétence, ou il n'a pas cette compétence. C'est ça le plus important. Ensuite, on lui délivre une attestation par ceux qui participent, c'est-à-dire notamment le secteur productif ou la société civile, tout dépend de l'activité concernée, et qui permet de valider les acquis en vue de l'accréditation et de la certification. Là, il y a également une nouvelle notion qu'on appelle l'apprentissage tout le long de la vie qui intervient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent en dehors de l'école, par l'expérience, parce que ce sont des autodidactes, parce qu'ils s'intéressent et parce qu'ils connaissent la demande. Cette demande, elle est clairement explicite. Je ne sais pas, ça ne marche pas. La planification, on sait quelle est la demande. Donc les gens se présentent directement à la validation pour valider leurs acquis, en vue d'être certifiés, ce qu'on appelle leur reconnaissance et la validation des acquis d'expérience. Et puis vous avez le dernier, qui est un emploi de monde, c'est participer à la conception. Donc dès qu'on a une demande, on peut définir la certification correspondante. On peut dire que cette certification, voilà les acquis d'apprentissage qu'elle doit attester. Voilà le niveau de certification auquel elle correspond. C'est une licence, c'est un bac+2, c'est un niveau bac, c'est un niveau
technicien supérieur, c'est un niveau qualification professionnelle. On peut savoir d'ores et déjà parce qu'on a des mécanismes qui existent aujourd'hui, des outils, je peux y revenir tout à l'heure, qui permettent d'évaluer, je dirais, la demande par rapport au niveau de certification, ce qu'on appelle le grille national de certification et qui définit les normes d'acquis d'apprentissage. On verra ça tout de suite. Et puis, effectivement, l'objectif ici, c'est quoi? C'est la régulation du système. Vous régulez le système lorsque, à une demande, vous attribuez une certification. Quand la demande change ou elle n'existe plus, il n'y a plus de certification possible. Donc, on classe ces certifications pour indiquer que cette certification, elle est vivante et que celui qui l'a va pouvoir effectivement se faire reconnaître sur le marché du travail. Et si elle a pris du décalage, il faut former les gens pour rattraper ce décalage et obtenir la certification qui est vivante. Et donc, la personne retrouve sa place au sein du marché du travail par l'apprentissage tout le long de la vie. Alors, vous voyez, ce système, c'est d'associer une demande à une certification, comme je l'ai dit. D'accord? Une certification, c'est un diplôme, un titre, un certificat, je le répète, délivré par une autorité compétente. Et alors, on voit bien que ces trois composantes, aujourd'hui, n'existent pas. Il y a une composante, la composante formation qui effectivement existe, mais malheureusement limitée à cause effectivement pas de façon voulue, parce qu'on a un système productif qui est aussi en incapacité de tout absorber, parce qu'on a préféré utiliser les fonds de la formation en cours d'emploi continu pour financer la formation initiale, alors c'est une dette sociale de l'État qui pourrait effectivement investir et laisser les entreprises former leurs salariés pour être à niveau et pouvoir s'adapter aux changements et être résilients dans le marché. Donc il y a aujourd'hui des choix à faire pour que au moins cette composante puisse répondre correctement aux besoins et aux exigences du système. Les autres, il faut les mettre en place. C'est nécessaire. On ne peut pas en faire l'économie. Alors comment on fait? C'est donc la seconde partie de mon discours. D'abord, je voudrais qu'on définisse ensemble ce que c'est qu'un acquis d'apprentissage. Je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est qu'un acquis d'apprentissage. Mais il faut bien revenir sur cette notion. Un acquis d'apprentissage, c'est une unité de mesure du parcours de l'apprenant. Qu'est-ce que l'apprenant sait, comprend, est capable de faire au terme d'un processus d'apprentissage? À la fin du cycle primaire, quels sont les acquis d'apprentissage? À la fin du cycle fondamental, quels sont les acquis d'apprentissage? À la fin du cycle qualifiant, etc., etc., etc. Donc à chaque niveau, on définit les acquis d'apprentissage. Et c'est une unité de mesure. Mes acquis d'apprentissage au niveau de l'entrée de l'enseignement supérieur, c'est les acquis d'apprentissage en sortie du système scolaire. Mes acquis d'apprentissage au niveau de l'entrée dans un niveau de certification de la formation professionnelle, par exemple la qualification professionnelle, c'est les niveaux d'apprentissage que maîtrise un apprenant du niveau fin du cycle fondamental, notamment en termes linguistiques, de maîtrise de la langue, de comportement. Donc ce qu'on appelle les soft skills. Ces soft skills, malheureusement, aujourd'hui, c'est un nom magique qu'on utilise à tous les sauces. Mais un soft skills, ça ne s'apprend pas la dernière année. Un soft skills, ça s'apprend depuis le début. Parce qu'on sait vers quoi on veut l'apprendre. Donc il y a une progressivité dans les apprentissages pour répondre au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Nous avons effectivement... Alors, ces acquis d'apprentissage sont décrits en verbes d'action, par descripteurs de compétences, comme je viens de le dire, savoir-faire, savoir-être. Et depuis 2013, nous disposons aujourd'hui d'une grille nationale qui définit ces normes d'apprentissage par niveau d'enseignement et qui définit 8 niveaux d'enseignement, c'est-à-dire le tout premier niveau qui est de mi-parcours primaire, mi-parcours du cycle primaire. Deuxième niveau, et ce niveau correspond à la certification de formation professionnelle. Deuxième niveau, c'est le niveau de la fin du primaire, qui correspond au niveau spécialisation, formation professionnelle.
Le troisième niveau, c'est le niveau qualification professionnelle qui correspond à la fin du cycle fondamental. Le quatrième niveau, c'est le niveau bac et qui correspond au niveau technicien professionnel. Le cinquième niveau, c'est un niveau commun. On y trouve le DUT, le BTS, le technicien spécialisé, le DUG, etc. Tout ce qui est post-secondaire. Et puis, vous allez rentrer dans le LMD. Le 6, le 7 et le 8. Il y a 8 niveaux de certification. Et donc, à chaque niveau de certification, on a défini les normes de certification. Alors, pour ce qui est du savoir-faire, du savoir-être, un consensus s'est dégagé à travers de nombreuses discussions qui ont réuni l'enseignement scolaire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, les acteurs du marché, la CGM, les représentants de l'emploi, et qui a permis, en 2007 et 2013, d'établir un consensus qui était valable pour l'époque. Peut-être faut-il revenir sur ce consensus, qui était que les 4 compétences clés qu'un apprenant doit maîtriser à tous les niveaux et de façon progressive, c'est la façon de communiquer, la communication. C'est la gestion de la complexité. Le monde devient de plus en plus complexe. Donc gérer la complexité. La capacité de s'adapter au changement et, bien sûr, l'autonomie et la responsabilité. Alors, bien sûr, il y a l'esprit critique, il y a tout ce qu'on veut, mais il faut refaire ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Tout cela doit évoluer, mais en 2013, c'était le consensus établi. Donc, vous avez une grille qui établit les normes d'acquis d'apprentissage. Donc, quand vous avez une demande, vous regardez cette grille. Que tout le monde est d'accord sur cette grille. Et faites la comparaison. Et donc, vous dites, cette demande correspond à tel acquis d'apprentissage, donc c'est quel niveau de certification. Vous voyez, on a établi le lien. Et ça, c'est important. Parce que c'est comme ça qu'on a une demande qui répond à une certification. À une certification qui répond à une demande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà, c'est représenté. J'aurais dû passer direct. Voilà la grille référentielle nationale des niveaux et des descripteurs de 2013. Vous avez 8 niveaux de certification et les normes d'acquis d'apprentissage. Alors, j'ai représenté pour illustrer le niveau 1. Le niveau 1 qui est mi-parcours primaire et le certificat de formation professionnelle avec les normes. Bon, la présentation vous sera distribuée. Et vous avez d'ailleurs un document de référence qui date de 2013, en ligne. Vous tapez tout simplement grille nationale, grille référentielle nationale des niveaux descripteurs du Maroc, et vous allez y arriver. Alors, comment on identifie ces acquis d'apprentissage en périphérie du système d'éducation et de formation? Excusez-moi, je dois boire un peu d'eau parce que je ne sens plus ma gorge. Alors, comment nous faisons pour définir ces acquis d'apprentissage en périphérie du système national d'éducation et de formation? Alors, fort de l'acquis d'apprentissage, c'est une information qui est structurée. Elle permet en fait de traduire les acquis professionnels, artisanaux, en acquis d'apprentissage prescrits, d'accord, par le marché du travail, par la société civile. Et donc, ce sont en fait les occupations professionnelles dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C'est cette fameuse nomenclature, c'est cette fameuse taxonomie que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire une classification qui nous dit voilà les occupations, voilà les acquis d'apprentissage associés. En Europe, ils ont pour l'ensemble des pays européens, et au-delà, parce que beaucoup se sont associés depuis, à une nomenclature qui est la même que la NAP, qui est la nomenclature CCIT 08, c'est-à-dire la classification internationale des professions de 2008 du Bureau international du travail, et bien sûr mise à jour, à laquelle on a attribué les acquis d'apprentissage et les certifications. Donc vous avez une nomenclature. Pourtant, les acquis d'apprentissage, les occupations, les acquis d'apprentissage et les certifications délivrées. Elles sont délivrées par tout le monde. Qui veut délivrer des livres, pourvu qu'il soit une entité autorisée, une autorité qui soit autorisée, et qui répond au processus, d'accord, d'évaluation et d'accréditation, d'accord. Je dirais même de reconnaissance, de validation
et d'accréditation, ce qu'on appelle la RVA, qui est aujourd'hui le principe érigé en étendard pour tout ce qui est transformation des systèmes éducatifs par l'UNESCO. Alors, vous voyez bien que lorsque les acquis d'apprentissage qui sont accrédités rencontrent les acquis d'apprentissage prescrits, c'est-à-dire les acquis d'apprentissage professionnels et artisanaux, ben, on a une certification. On a une certification qui atteste et qui est crédible et qui est valable et qui dit comment ça a été identifié, comment sont identifiés ces acquis d'apprentissage, à quoi ils répondent, à quel métier, à quelle occupation et comment ils ont été évalués. Et c'est ça la confiance et le crédit qui est attribué à chaque certification, à chaque diplôme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un diplôme, c'est un document papier qui est délivré en disant le metteur, qui est reconnu, bien sûr, et qui est renommé, c'est lui qui a délivré. Donc sur la base de sa renommée, de son autorité, qu'on donne ou pas la confiance à ce document. Mais il faut aller plus loin maintenant. Cette même autorité doit introduire une lisibilité des compétences et la façon dont ces compétences ont été évaluées, pour qu'on puisse véritablement, c'est ce que commence à faire aujourd'hui un certain nombre, notamment en enseignement supérieur. Je crois que le processus de certification a commencé. Et ça, il faut poursuivre. On est au balbutiement en réalité, parce que c'est un système national, d'accord, et qui est décliné au niveau de chaque région. Voilà pour ce qui est des acquis d'apprentissage à la périphérie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces acquis d'apprentissage à la périphérie? Comment on va les faire retentir sur tout le parcours de l'arborescence de tout le système? C'est ça la vraie question. Comment une personne qui est dans le cycle fondamental doit bénéficier de ces changements qui sont à l'horizon de son parcours? Eh bien, précisément, permettez-moi de vous donner une analogie, faire l'analogie du système par rapport à un arbre. Un arbre a des racines, a un tronc et donc un feuillage. Tout ce qui vient de l'extérieur, donc du feuillage, de l'interaction physico-chimique avec son environnement, c'est ces acquis d'apprentissage. Et qui vont finalement agir de façon top-down. Bottom-down, pardon. Mais d'un autre côté, on s'arrête au niveau fondamental. Parce que des racines, là, ce sont des acquis d'apprentissage fondamentaux qui ont le leadership sur le contenu pédagogique. Alors, au niveau des acquis d'apprentissage fondamentaux, ce sont les constantes nationales, les valeurs de citoyenneté, les langues officielles, les compétences clés de la vie, qu'on appelle les soft skills, etc. etc. Ça sont des éléments qui doivent accompagner le cycle fondamental, mais en lien avec ce qui nous vient de l'extérieur, de l'environnement. Alors, comment ces acquis d'apprentissage professionnels et artisanaux, par quel mécanisme on les identifie? À travers ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle à l'échelle méso, au niveau des territoires, ce qu'on appelle le GPEC territorial. Ce sont des mécanismes qui sont très, très largement décrits. Il y a une littérature, des expériences, et donc on peut les utiliser à partir en fait, des documents de la région. Chaque région produit ce qu'on appelle un schéma régional un SRAT, un schéma régional des infrastructures territoriales. Le A, c'est l'aménagement. Voilà, le schéma régional d'aménagement du territoire qui a une durée de 25 ans. Et de ce SRAT, on décline ce qu'on appelle des BTR, des PDR, des programmes de développement régionaux, qui sont extrêmement bien faits, qui décrivent exactement quels sont les besoins et les priorités sociales, économiques et environnementales. Quand je dis environnemental, c'est à la fois en termes de changement climatique, écologie, préservation des ressources, etc., etc. Donc vous voyez, et bien sûr, un plan de transport. Mais tout ça, à partir de là, on peut identifier les besoins à court, moyen terme et remonter les priorités. Car c'est grâce à ces priorités qu'on peut agir sur l'intégration des politiques publiques. Aujourd'hui, on a des politiques publiques qui ne communiquent pas entre elles et qui, grâce effectivement aux priorités qui vont se dégager à l'échelle nationale, qui nous permettraient effectivement d'assurer cette intégration
parce qu'on sait quelles sont les priorités à mettre en place dans court, moyen et long terme en fonction des réalités du terrain. Alors, comment on fait ça? On fait ça bien sûr par la GPEC, mais on peut utiliser des outils de l'IA, ce qui nous affranchissent de processus qui sont très très lourds. Alors évidemment, quand on utilise les outils de l'IA, on s'intéresse au secteur formel seul. Et ça, c'est une limite, bien sûr, notamment dans un pays où l'environnement, où l'informel est important. Et donc, il faut manipuler avec précaution. Donc, il faut revenir à la GPEC, qui est le diagnostic stratégique, d'accord, des plans, les PDR et compagnie, en traduit en métiers et en compétences nécessaires à moyen et long terme. Et bien sûr, l'énoncé des acquis d'apprentissage en périphérie de chaque région, en périphérie du système d'éducation et de formation de chaque région. Voilà comment on peut construire, vous voyez, cycle fondamental, cycle qualifiant, formation professionnelle et cycle tertiaire. Concrètement, qu'est-ce que dit aujourd'hui la loi cadre pour ce faire, pour donner corps à ça? On a un des dispositifs juridiques qui aujourd'hui nous impose d'aller vers ce processus. La loi cadre institue ce qu'on appelle la commission permanente chargée du renouvellement, de l'adaptation continue des curricula, des programmes et des formations. C'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre de tout le système. Et qui, fort de deux sources d'information, qui sont les acquis d'apprentissage en périphérie du système d'éducation et de formation par occupation, par emploi métier. On peut aller jusqu'à des emplois métiers qui sont dans le secteur informel, qu'on appelle les métiers semi-professionnels, pour leur donner à travailler sur leur reconnaissance sur le marché de travail et pouvoir effectivement mettre en place des mécanismes de transfert du secteur informel vers un système formel. C'est tout à fait possible. Le département de la formation professionnelle a déjà fait un travail intéressant là-dessus et que l'on peut exploiter. Et donc, vous voyez, l'acquis d'apprentissage en périphérie, lui, c'est un observatoire pour l'adéquation entre les nouveaux métiers, formation et besoins du travail qui est institué par la loi cadre. C'est l'article 18 de la loi cadre. Et bien sûr, pour cette fameuse commission, elle traite en fait les acquis fondamentaux et les acquis d'apprentissage en périphérie, selon le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, par analogie à l'arbre, pour distribuer les acquis d'apprentissage sur chaque parcours. Mi-parcours primaire, parcours de mi-primaire, parcours fin primaire, parcours fin fondamental, parcours fin du cycle qualifiant, le Bac+2, post-secondaire, le licence, master, doctorat. C'est possible, en théorie. Et on a tous les outils pour le faire. On a tous les outils pour le faire. La commission est créée, etc. Ce qui n'existe pas encore, c'est notre observatoire. Il est urgent de le mettre en place. Donc, voilà le résultat de ce qu'on attend que la loi nous propose, finalement, la loi cadre nous propose de mettre en place. C'est un système national de certification. Alors, c'est un terme que l'on devine ce que c'est. Mais si je prends la définition qui est donnée en général, qui est partagée par l'ensemble des pays, et qui est aujourd'hui la définition du Conseil de l'Europe, mais c'est parce que ça assimile parfaitement à ce qu'on attend de ce système. Un système national de certification fait référence à toutes les activités de l'État relatives à la définition et la reconnaissance des acquis d'apprentissage, ainsi qu'aux mécanismes qui relient l'éducation, la formation au marché du travail et à la société civile. C'est exactement notre objectif. Donc, vous pouvez voir comment ce système fonctionne. Le système national de certification est adossé à ce qu'on appelle un cadre national de certification qui règle la relation entre le système national d'éducation et de formation et les besoins de la société, de l'économie, de l'environnement. On parle d'environnement encore une fois, c'est l'environnement écologique, c'est l'environnement technologique, tout ce qui est environnement qui change, qui est en mutation permanente, ou des exigences dont il faut prendre en compte nécessairement. Et donc, on a, au niveau de la planification, un système d'information prévisionnel qui nous permet donc d'énoncer les acquis d'apprentissage en périphérie. Ensuite, ces acquis d'apprentissage sont délivrés
à la commission permanente chargée du renouvellement pour distribuer ces acquis d'apprentissage le long des multiples parcours. C'est donc l'article 28 de la loi cadre. Et ensuite, on passe à l'évaluation. L'évaluation qui est une évaluation qui va revoir les régimes d'examen et la façon d'évaluer pour ouvrir à la fois la voie à l'apprentissage tout le long de la vie, mais pour vérifier que l'apprenant maîtrise bien un certain nombre d'acquis d'apprentissage professionnels. La partie académique, elle peut être faite par, évidemment, les enseignants dans leurs établissements. Et évidemment, la certification proprement dite, c'est donc la classification de ces certifications par niveau, de manière à ce qu'on assure la fluidité du parcours de l'apprenant, c'est-à-dire la mise en place des passerelles entre chaque composante et aussi la reconnaissance de notre système d'éducation et de formation par rapport aux autres systèmes nationaux de certification pour assurer la mobilité géographique et la reconnaissance des équivalences pour que la mondialisation prenne forme, qu'il n'y ait pas que des échanges de capitaux et de marchandises, mais on a aussi des échanges de femmes et d'hommes qui possèdent des compétences qui sont utiles pour tout le monde et qui peuvent être mobiles et pouvoir effectivement apporter là où il y a un besoin leurs compétences. Ces deux dernières étapes sont portées par ce qu'on appelle l'instance nationale du cadre national de certification et de validation des acquis, qui est instituée par l'article 35 de la loi. Donc vous voyez, nous avons tous les éléments aujourd'hui pour faire ce travail-là. Il suffit de la volonté. La volonté. La volonté. Voilà. Et on peut tout de suite avoir un step qualitatif énorme et devenir un des meilleurs systèmes d'éducation et de formation, à l'instar de ceux qui sont aujourd'hui, qui caracolent en tête des performances, Teams et compagnie. Voilà, pour vous donner une idée, on peut rêver, le système global d'éducation et de formation qui est jalonné par les acquis d'apprentissage et qui ne présente aucune rupture de parcours et qu'une personne peut passer, revenir jusqu'à arriver au niveau le plus élevé. Et il peut sortir au niveau 1, c'est-à-dire la certification de formation professionnelle. On peut y rentrer par l'éducation non formelle ou par l'alphabétisation. On peut revenir à tout moment parce qu'on a les acquis d'apprentissage qui s'assurent le passeport entre les différents niveaux et composantes. Et je peux imaginer quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les compétences à un moment donné, ou les moyens de poursuivre son parcours. Ce n'est pas qu'il sorte de façon comme on le fait aujourd'hui malheureusement, et ce qui explique toutes les perdictions, mais on peut l'orienter vers un cycle de sortie qui va avoir une qualification qui correspond à une vraie demande. Et à tout moment, il peut revenir vers son système d'éducation-formation, parce qu'il aura acquis des choses, des compétences à travers son expérience, ou parce que tout simplement, il aura fait l'effort de vouloir valider ses acquis par rapport à des demandes et à des certifications reconnues sur une voie dite non formelle ou informelle. Et il peut revenir et aller jusqu'au bout, jusqu'au plus haut niveau. Vous savez, en Allemagne, vous rencontrez beaucoup de gens qui vous disent « Moi, j'ai fait de la formation professionnelle », alors qu'ils sont docteurs et professeurs de grandes universités et qui sont sortis à l'âge de 15 ans travailler. Mais parce qu'ils ont un système qui est pareil, qui est fluide et qui ne laisse personne de côté. Je vous remercie. أشكر الأستاذ على هذه المداخلة اللي حاولت تموضعنا في سياق التحولات التي يعرفها العالم وفي علاقتها مع منظومة التربوية ديالنا. الأستاذ هو تيحاضر تيقي يعني المحاضرة ديالو مجموعة من التساؤلات شخصيا بحكم أنني مستشار في التوجيه التربوي وبالتالي ارتباطا مباشر بالتحولات التي يعرفها المتعلم. وهنا السؤال اللي تيطرح سؤال: ما هي وظيفة المؤسسة؟ يعني تيطرح هذا السؤال: واش الوليد باغيين يعني نميوه ولا باغيين نسيبليوه لواحد الاتجاه؟ يعني هذا بعض الاسئله اللي تطرح لي، يعني ما بين ان نميوه ونفتحوا الشخصيه ديالو في هذه العمليه النمو اللي تكون في بدايه المرحله الاولى، كيفاش غادي نستدمج الحاجيات ديالو ولا الحاجيات ديال المجتمع
هنا هذه مفارقات اعتقد تحتاج منا الى تامل. واش باغي نشوفوا الحاجيات ديالو باش انه هو ينمو ويمشي واحد النمو طبيعي، ام اننا باغي نديروا واحد نلبيو حاجيات ديال المجتمع؟ صحيح هو يتواجد في المجتمع واحد اللحظه، وبالتالي هنا تطرح لي هذه المعادله في المسار كيف نوازن، خصوصا تجي واحد المرحله اللي عاد تبدا حنا عاد تنقولوا الوليد شنو الميولات ديالو، شنو التوجيه ديالو المناسب. بمعنى اخر في واحد المحطه راه تنكونوا هي تنحاولوا ننميو الشخصيه ديالو تفتح باش غادي يجينا التوجيه. في هذه اللحظه هذه اعتقد ان هذا العامل هذا ديال الافاق تيتطرح، ولكن ما قبل. اذا هذه معادله نتمنوا ان الاستاذ يزيد يوضح لنا. شكرا جزيلا. شكرا. هذا واحد السؤال مهم بزاف اللي طرحتي. تحيه للجميع. الحسن اسري في المدير الاقليمي الاثران باش نعرفوا بعضياتنا بعد مناسبه. كنشكروا الاستاذ على المداخله القيمه. هو فعلا المداخله ديالك كتمحور حل المخرجات المدرسه المغربيه. ماذا نريد المدرسه المغربيه؟ الوظيفيه ديال المدرسه المغربيه اكيد، لان خصها تماشى مع متطلبات المجتمع اللي فيها سوق الشغل في الجانب الاقتصادي الاجتماعي وما الى ذلك. انا بغيت ناكد الاستاذ المحترم على المدخلات، لان الا ما كانش واحد التتبع لذاك المتعلم في الاطار الاجتماعي والنفسي والثقافي ما يمكنناش نحاولوا ما امكن نعرفوا الحاجيات ديالو، لان فنعرفوا الخصوصيات ديال الشخصيه ديالو اولا والميولات كما قال الاستاذ. عاد ديك الساعه ممكن نحاولوا ما امكن نرسموا له واحد المسار وفق واحد المنهاج دراسي محكم اللي كيستجب لدوك المتطلبات ديال دوك الفوارق ديال دوك المتعلمين، اللي نحاول يمكن كل واحد نديروا له مسار ديالو، لان الاكيد هو المخرجات كيفاش بغينا هذا الانسان المغربي في المجتمع ديال الغد نحاولوا ما امكن نطوروه وننميه ونأهلوه، لان الهدف هو اننا كيفاش نوجدوا واحد الطفله اللي هي طفله دابا اللي ممكن تكون هي المراه والرجل ديال المجتمع الغد. وهذا هو السؤال اللي مازال محرج بالنسبه للمدرسه المغربيه، واللي كيطرح لنا سؤال لجميع العناصر ديال المنظومه، لان راه بنيه، راه ماشي عنصر يعني في عناصر متفرقه، ولكن راه اشكاليه بنيويه اللي كتطلب واحد المقاربه شموليه، واحد المقاربه اللي كتكون واحد النوع ديال التصور شمولي، لان راه كنستهدفوا الانسان واللي هو المركز ديال التنميه والمستقبل ديال البلاد. تحياتي. شكرا سيدي. Je réponds sur ces deux points, sauf s'il y a sur la même lignée. Parce que c'est un point important. C'est le corps du débat aujourd'hui qui se pose sur la vocation du système d'éducation et de formation. Est-ce que sa vocation, c'est de former un individu, effectivement, pour l'amener à un niveau qui est exigé? Mais la question, c'est exigé par qui? Par quoi? On est d'accord. On peut, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes vont jusqu'au niveau du bac, avec 300 000 qui quittent pour 50% en primaire et 50% à la fin du fondamental, mais les millions de jeunes qui arrivent au niveau le plus élevé et ont leur diplôme, leur sésame pour aller à l'université ou aller faire de la formation postsecondaire professionnelle. Quel est le constat? Le constat, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a 1 million de personnes qui quittent sans avoir de qualification. 1 million d'apprenants qui quittent sans avoir une qualification reconnue sur le marché du travail. Est-ce qu'on accepte cette performance? Il n'y a que 400 000, 200 000 pour la formation professionnelle et à peu près 200 000 pour l'enseignement supérieur qui ont des diplômes. Valeur 2022. Est-ce qu'on peut continuer à accepter cet état de fait? Moi, personnellement, je ne peux pas. Moi, je dis que la vocation et la finalité, c'est de donner une chance à chaque apprenant de pouvoir s'intégrer à un moment sur le marché du travail. Et ensuite, on ne lui ferme pas la porte. Il y revient quand il veut, quand il est en capacité de poursuivre. Parce que c'est la formation tout le long de la vie, avec des systèmes de rentrée et de sortie. Ça, c'est un élément important. Et c'est un débat que vous avez raison, monsieur. Il faut du dialogue. Alors, on ne s'en sort pas sans dialogue, sans échange, sans communication. Or, ce dialogue n'existe pas. Il faut créer un espace de dialogue, de débat, pour qu'on puisse ensemble accepter des orientations au regard ce qu'on appelle des données factuelles, sur de la preuve. On ne peut pas continuer à voir nos enfants aller se jeter dans la mer
méditerranéenne pour rejoindre l'Europe parce qu'ils n'ont pas les moyens de subsister au Maroc, parce qu'ils n'ont aucune qualification. Personne ne peut les faire travailler. Et pour cause, si vous regardez la pyramide des occupations, dans tous les pays, et pour nous aussi, on a à peu près, c'est une pyramide, comme une pyramide, en bas, ce sont des niveaux de qualification faibles et intermédiaires, moyens et intermédiaires, sans utiliser le terme faible, et qui correspond effectivement à des occupations énormes. Il y a énormément de besoins de gens qualifiés, diplômés, qui ont une certification, qui doivent répondre. Or, on ne répond pas. Les niveaux certification professionnelle, le niveau spécialisation, formation professionnelle, ne forment qu'à peine 30% des lauréats de la formation professionnelle. Ne forment qu'à peu près 200 000 jeunes sur les 600 000. Et encore, je suis optimiste. Je rajoute aussi l'école de la seconde chance, etc. Mais ils sortent ensuite avec des diplômes qui ne se matchent pas nécessairement parce qu'on n'a pas défini la demande. D'accord ? Or, ce n'est pas ça qui va répondre aux millions ce n'est pas les quelques centaines de milliers, peut-être 100 000. Quand je dis 400 000, 200 000 lauréats, vous prenez le tiers, c'est à peu près à peine une centaine de milliers ou moins qui vont répondre aux millions de besoins. Alors évidemment, on a des gens sans qualification. 50% du marché du travail est occupé par des salariés, des actifs qui n'ont aucun diplôme. 50%, plus 52%. Donc ce n'est pas possible. Il y a un problème de performance de notre marché. Et on va créer d'autres emplois avec ça, parce qu'on ne peut pas être compétitif. Il faut être logique. Ensuite, vous allez vers les niveaux les plus hauts, c'est-à-dire les emplois d'encadrement, qui sont en fait les emplois du haut de la pyramide. Au mieux, c'est 15%, 20%. Alors qu'on a 1 600 000 jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur, plus que la formation professionnelle. Et dont 50% quittent dès les premières années, sans diplôme. Donc on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. Donc je suis d'accord que la vocation, c'est de former quelqu'un selon ses aspirations et aussi ses capacités. C'est ça le système d'orientation. Un système d'orientation fonctionne là-dessus. Je vois vos capacités, je vois vos aspirations. Si vos aspirations sont plus fortes que vos capacités, on vous donne la chance d'aller jusqu'au bout. Mais si vous n'avez pas les aspirations parce que c'est votre choix et que vous n'avez pas non plus les compétences, on peut vous orienter à des voies alternatives. On va pas Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde sort sans rien du tout. Et ils reviennent, quand ils sortent de l'enseignement scolaire, et ils reviennent 4-5 ans plus tard à la formation professionnelle. Et une petite, infime partie qui revient à la formation professionnelle. Donc, c'est dire que ça ne peut pas fonctionner encore comme ça, dorénavant, si on veut agir et créer un système d'éducation de formation vertueux. تفضل. شكرا على المداخله القيمه. عبد الواحد بوطيب اطار التوجيه التربوي من مديريه اكادير ايدا وتنان. تفضل. دونك بالنسبه للربط بين المنظومه ديال التربيه والتكوين والعالم المقاوله من اجل توفير واحد المناخ باش الوليدات انهم يستعدوا لسوق الشغل. دونك هنايا كنلقاو بانه على مستوى المنظومه ديال وزاره التربيه والتعليم عندنا اشكالات، ما كاينش مواكبه ديال المساطر ديال الوساطر القانونيه في هذه العمليه هذه. مثلا احنا بالنسبه لنا في اطار ديال التوجيه كنبغي مثلا ندير زياره او ننظم مثلا دي ستاج للوليدات داخل دي زونتربريز في المجهود الشخصي. كاين هناك الترسانه القانونيه ما كتساعد شيء مثلا اضعافها مثلا ولا يعني غير لاسيورونس ديال الوليدات، يعني كاين اشكال قانوني في هذه المساله هذه. ثم هناك اشكال اخر، يعني كاين عندنا اشكال كبير في المقاوله، هي كانت المقاوله المغربيه، عندنا المقاوله العائليه، وبالتالي ما كتسايرش معك هذه العمليه هذه. واش كاين شي منظور على المستوى الوطني باش انها تدخل باش اننا تواكب الترسانه القانونيه تواكب هذه التحولات هذه؟ شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. الشكر الموصول للاستاذ على هذه المحاضره القيمه. بسرعه يعني لضيق الوقت غادي نطرح السؤال ديالي. استاذ، بالنسبه للجي ام لي ستاتيستيك ديال الجي ام 2023 يعني لو تو اونتربرونيال او ماروك ولا 0.4 دونك سو كو في ان تو تري فيبل. السؤال ديالي استاذ، واش كيفاش يمكننا ننميو ليسبري دونتربريز
او سان دو ليكول ماروكان ولا انتربرونيال، واش كتشوف بان عاوتاني من جهه من جانب المقاوله انها متواجده كتأدي ذاك الدور ديالها داخل المؤسسات التعليميه؟ هل هناك بحكم انكم شيف دونتربريز دونك واش كديروا دي زاكتيفيتي او سان دي زونتربريز؟ دونك كومون ايفي هذا ليسبري دونتربريز chez l'apprenant, surtout pour les niveaux primaires, secondaires. وتنشوف بانه حتى ميم بور لي بروفيسيونيل لي زيكول بروفيسيونيل واش كاينه المقاوله بالفعل؟ شكرا. شكرا. السلام عليكم. شكرا على المحاضره القيمه. فعلا نورتينا من لو ديبار حتى يعني لاغيفي ديال الباركور ديال المتعلم. انا بغيت واش كتفكروا مثلا لانه جميع المتعلمين كيدخلوا قليل اللي كيوصلوا، انا واش فكرتوا مثلا في واحد التلميذ بعيد هو مثلا من تارودانت وقضى هذا الباركور الانطلاقه وكمل حتى لاريفي، وكاينين هذوك الصيرورات الحظوظ ديالو باش انه يلقى واحد الوظيفه ولا واحد الشغل ليست هي واحد منطلق مثلا واحد المجال جغرافي قريب متوفر ليه كل شيء. واش كاين شي تفكير حول هذا؟ شكرا على هذا السؤال. شكرا للاستاذ على العرض القيم. سؤالي بسيط فقط، يعني يتماشى مع الاسئله ديال الاخوان اللي سبقوني، هو فيما يخص هل هناك دراسات استشرافيه لسوق الشغل على المستوى الوطني؟ لان هذا من بين الاسئله اللي كطرحنا من طرف التلاميذ، يعني تيبغيو يعرفوا الافاق ديال المهن والافاق ديال كل شعبه داروها في المجال الدراسي. شكرا على السؤال. تحياتي للجميع. انا بالنسبه للتعليم المدرسي هناك انا اشتغلت على واحد المشروع وهو مشروع الملائمه. ما معنى الملائمه؟ الملائمه بين التعليم المدرسي والتعليم التكويني في اطار الامتدادات التكوينيه، بمعنى ان الطفل يشتغل في اطار مشاريع القسم وفي مشاريع المؤسسه على هذه الملائمه. طبعا المدرسه تعد الناشئه الشهادات معينه، لكن داخل المنشآت المهنيه تعده للمهن. إذا أقمنا هناك ملائمة داخل المدرسة وامتداد داخل المنشآت التكوينية، ستكون هناك ارتباط وبالتالي تحديد المهنة التي يود المتعلم بلوغها. بطبيعة الحال المدرسة توجه عبر وسائط ديداكتيكية وبيداغوجيات ومقاربات، بينما في المنشآت الاقتصادية والإنتاجية توجه نحو الممهنة داخل بطبيعة الحال سياق مجتمعي بكل وظائفه وبكل شركائه سواء الفاعلين اجتماعيين واقتصاديين. إذا داخل مشاريع القسم يمكن أن نوجه المتعلم إلى مهنة معينة، وفي إطار ورشات. يمكن أن نخلق ورشات داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها في إطار برنامج دراسي أو برنامج إذا كنا فعلا نريد الربط بين هذين التكوينين. وشكرا. Alors encore une fois, ça c'est le chemin tracé. Après, il y a nécessité du dialogue. Une action collective, elle ne se fait pas simplement. On ne veut plus du top-down. On veut plus. Il faut que ça soit une gouvernance participative fondée sur le dialogue, l'échange, etc. pour prendre en compte les problématiques de chacun. Les problématiques de l'enseignant, la problématique de l'apprenant, la problématique, je dirais, de la distance des régions, la question de la fracture régionale. Toutes ces questions doivent être évidemment faire objet d'un dialogue. Mais il faut accepter qu'il y a un nouveau schéma. Ce schéma n'est pas propre à nous. Nous, on est simplement on est héritier finalement d'une grande orientation mondiale qu'on appelle l'ODD 4, l'objectif de développement durable 4, qui propose ce chemin. Il ne faut que décliner dans la vision stratégique 2015-2030 et qui a été traduit en dispositif aux dispositions de la loi cadre. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est simplement une modélisation, vous donner une image de ce que ça pourrait être pour répondre aux problématiques, aux défis auxquels on assiste aujourd'hui. Cette incapacité à répondre à un droit fondamental, c'est la dignité donc des lauréats ou des apprenants. Même quand ils quittent, ils peuvent à tout moment revenir et posséder le sésame nécessaire pour la reconnaissance et leur intégration et leur inclusion. C'est un schéma qui ne laisse personne de côté.
Maintenant, effectivement, pour répondre aux différentes questions, il y a eu la question de monsieur sur l'entrepreneuriat. C'est aussi ça. L'entrepreneuriat, c'est une occupation. Et si vous ne donnez pas, je dirais, la visibilité à tous ces futurs entrepreneurs, sur là où il y a de la valeur ajoutée, au niveau local, cette question de distance, plus on est loin du centre, je dirais qu'on peut appeler du centre des activités, qui est l'axe Kenitra Jidida, plus ça devient compliqué. Et c'est là où on veut changer les choses. C'est le fait de partir des régions, des provinces, des localités, des communes, en utilisant tous les outils aujourd'hui qui sont mis en œuvre pour la régionalisation avancée, qui permettent d'identifier les besoins sociaux, économiques, environnementaux au niveau local, régional, et les traduire en besoins, en compétences. En gros, ce que les conseils régionaux font, effectivement avec les wilayas, c'est de pouvoir valoriser le potentiel territorial pour le traduire en activité. Il y a une richesse incroyable. Même des régions semi-désertiques. On a fait une expérience sur la région d'Orhamna, qui est une région semi-désertique. Et sur l'économie sociale et solidaire, dans la valorisation des produits de terroir, on a trouvé des capacités, du potentialité énorme. On a trouvé des financements, notamment de l'AFD, pour financer ce secteur de vocation. Et aujourd'hui, cette région commence à se raccrocher aux chaînes de valeur mondiales, régionales, voire mondiales, parce qu'elle a des produits qui intéressent, je dirais dans le cadre de circuits courts, qui intéressent des consommateurs quelque part. Et donc, vous voyez, on ne peut pas considérer qu'on est loin et donc on ne peut rien faire. On est loin, on peut valoriser la capacité territoriale par ces mécanismes de prospective, d'anticipation, qui sont en réalité que la traduction des vocations sectorielles de la région et la réponse à des problématiques sociales de la région. Donc on peut, et en agrégant, ça permet aussi, cette décentralisation permet de faire émerger des pôles régionaux qui sont forts. On regardait que certains pôles régionaux ces dernières années ont pris de place, notamment Tanger, qui était il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années, pas à ce niveau-là. Ça serait le cas d'Oujda, qui possède tous les moyens pour décoller. Elle a un port en eau profonde, elle a un aéroport, elle a des zones industrielles. Et on dit elle est éloignée, donc c'est pas possible. Non, la question c'est comment décentraliser et donner à la région une réponse institutionnelle qui permet de planifier les besoins. Il y a une université. Donc les universités peuvent jouer ce qu'on appelle les rôles des pôles thématiques sur un certain nombre de spécialités régionales, de vocations régionales. C'est ça toute la démarche que beaucoup de pays avancés ont adoptée et qu'il s'agit de nous-mêmes de le faire parce qu'on a tous les éléments pour le faire. Merci beaucoup. Shukran. Barakallahu fik.